du modèle africain, le Nigérian Dangote, qui est venu. Notre pays aujourd'hui est un pays qui attire les investisseurs. Il est venu pour nous accompagner. Il a une audience avec le chef de l'État, c'est accompagner l'État guinéen dans la réalisation des infrastructures liées aux hydrocarbures, mais aussi les recherches pétrolières. Donc là-dessus, ça répond. La vidéo d'hier répond systématiquement de facto à votre question. Maintenant, parlant du gaz, c'est vrai qu'il y a un fonds d'appui au gaz. Oui, gaz butane. Voilà, mais comment ça se passe? Parce que concrètement, c'est pas aujourd'hui encore, on pense que c'est un luxe. Non, en fait, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication lié au gaz butane. Souvent, je pose cette question aux gens. Vous savez, quand on ne s'informe pas, quand on n'utilise pas, la spéculation prend le dessus. Oui, mais ça, c'est vos services qui ne communiquent pas. Oui, on est d'accord. Oui. C'est un tout. Moi, c'est tout dernièrement avec une de vos communications que j'ai cru comprendre qu'il fallait débrancher juste le chargeur de votre téléphone en sortant de la maison. C'est de la pédagogie. C'est des choses assez basiques. Vous savez, c'est de la pédagogie. Les gens ne communiquent pas, la culture d'entreprise même n'est pas efficace. Bon, et puis, toute la sensibilisation, c'est vers le client. Aucune sensibilisation vers les entreprises pour leur dire non, il faut changer de paradigme, il faut changer ceci. On est tout à fait d'accord. Nous héritons. Vous-même, vous venez de la SEG. Oui. Vous avez vu les scandales que ça a donné avant vous. Du privé. Voilà. Vous savez, en fait, nous venons de loin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, allons-nous continuer à nous lamenter sur l'existant? Non. Une fois que nous héritons de quelque chose, c'est à nous de prendre ce qui est bon dedans. C'est à nous d'apporter de l'amélioration sur ce qu'on peut récupérer et se projeter vers l'avenir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le gaz butane, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vais vous poser la question. Souvent, les gens disent que j'ai perdu mes datas. À la minute, Orange coûte combien? Vous ne saviez pas? Non. À l'unité? Non. Ça veut dire que les gens ne s'intéressent même pas à combien coûte la chose à l'unité et à la minute, ou bien au franc. Donc, on a laissé, vous avez dit, il y a eu un manque de communication de la part de ceux qui sont censés ramener la couche sociale vers les produits que l'État même subventionne. C'est une double perte. On subventionne, les gens ne s'intéressent pas parce qu'il y a eu, dans le passé, une mauvaise communication autour de ça. Mais aujourd'hui, ceux qui utilisent le gaz butane par rapport au charbon, le sac de charbon est à combien aujourd'hui? C'est aux alentours de 50 000 francs. 60 000 francs chaque charbon. Alors quand vous avez une bouteille de gaz, ça vous fait au moins 1 mois et demi. Donc je pense que l'usine de Konta va résoudre ce problème. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas aussi faire la promotion d'un produit si vous n'avez pas en quantité suffisante. Il faut avoir suffisamment de produits, de stock, pour permettre de communiquer efficacement. Mais si vous communiquez beaucoup plus alors que le produit n'est pas là, ça pose un souci. Donc c'est tous ces facteurs que nous sommes en train de réunir. Il faut d'abord réaliser l'usine, ensuite produire plus d'1 million, conditionner 1 million de gaz. Une fois que c'est lancé sur le marché, et on passera sur l'ensemble d'ailleurs des gens comme vous, des grands frères comme vous, qui êtes responsables des médias. Vous allez servir de témoins pour informer la population. Moi, j'utilise le gaz et voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Et j'ai arrêté le charbon chez moi à la maison. Pas pour moi fondamentalement, mais pour les futures générations. Parce que autant on coupe du bois, on va hypothéquer l'avenir de nos enfants. Et comme on fait beaucoup d'enfants, à nous de faire la part des choses entre leur avenir et nos comportements. Aujourd'hui, il y a un problème. Les clients se plaignent. Nous nous plaignons souvent de la facturation au niveau de l'électricité. Mais vous faites moins de publicité par rapport au compteur prépayé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à ce problème? Vous savez, avant, c'est EDG qui payait les compteurs. Avant, c'est EDG qui payait. D'abord, c'était une société qui est déficitaire. L'État subventionne à outrance. Et ensuite, elle s'imposait elle-même de s'acheter ses compteurs. Quand vous voyez le pouvoir d'achat, vous voyez la prise en charge du personnel à EDG, qui fait qu'on a beaucoup de bénévoles. Et du coup, quand nous sommes venus, on s'est dit non. C'est nous qui subventionnons à 70%. Si on veut réduire la subvention, on paye les compteurs, on donne à EDG. Et à date, on a d'abord posé près de 200 et quelques mille compteurs l'année passée. Et là, on vient de commander près de 400 000 compteurs qu'on va mettre à la disposition de EDG. En fait, la difficulté... Pour la zone de Conakry, pour l'instant. C'est la zone pilote ou bien? Non, ça c'est la zone de Conakry. À date, on a à peu près 1 million de ménages. Donc, pour vous dire vrai,
les difficultés du passé dans la gestion de ces entités, elle n'est pas que structurelle. Elle n'est pas structurelle. Vous voyez nos enfants, rares sont nos enfants, nous pères de famille, rares sont ceux parmi nous qui acceptent de voir leurs enfants travailler comme agents de zone à EDG, comme agents de zone à la SEG. Nous voulons tous que nos enfants arrivent au bureau. Et nous vivons des produits sociaux. Mais on laisse à l'abandon ces produits sociaux-là, à l'actif de personnes qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les compétences. Et après, nous voulons que nos enfants partent dans des bureaux climatisés, s'asseoir, alors que la vie commune est gérée par ceux-là, par ces agents-là. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui n'a pas étudié, il gère une zone, mais il vit d'abord, il vit pour lui avant de vivre pour la société. Et après, on se plaint, soi-disant, les gens de zone de EDG, vraiment, ils sont ici, EDG est là. Pendant ce temps, nos enfants continuent à faire des stages interminables au niveau des départements. 10 ans de stage, 20 ans de stage, parce qu'il a fait océanographie, il a fait quoi administratif, il a fait ceci, cela. Alors que l'État a besoin, dans ses services, d'avoir des éléments qui vont nous apporter des solutions au niveau des problèmes sociaux de base. Voilà qui est très clair et bien dit, Monsieur le ministre. Cette deuxième partie aussi est terminée. À présent, il y a des compatriotes qui vous observent à la tâche depuis que vous êtes là, surtout l'exercice écoulé, et qui savent que de l'argent a été mis à la disposition du ministère, et donc ils vont vous poser des questions. Bonjour, Monsieur le ministre. Moi, c'est Kaba Ibrahima Khalil, citoyen guinéen, résident à Nongo. J'ai une question pour le ministre. Monsieur le ministre, dans le cadre de la transition énergétique mondiale et de l'impact croissant du changement climatique, quelles mesures le gouvernement met-il en place pour diversifier les sources d'énergie et réduire considérablement la dépendance aux hydrocarbures, tout en assurant une gestion durable des ressources énergétiques nationales? Merci. Pour répondre à notre disons frère, c'est que on a dit dans ce débat, dans cette discussion, on a à peu près aujourd'hui 4 projets solaires qui sont bouclés, et dont un projet qui a été lancé là, avec la première pierre. Il y a 300 MW de solaire qui sont négociés à la primature avec des Émiratis qui vont voir le jour normalement en 2025. Donc le gouvernement est conscient de cette problématique, donc on est en train d'aller vers la transition, il n'y a pas d'inquiétude. Nous exploitons tout le potentiel, même l'éolienne. À date, nous avons des études qui sont en cours à Kassa, sur l'île de Kassa, sont en train d'évaluer avec des Égyptiens et Marocains pour voir est-ce qu'il y a le potentiel de ventilation sur cette île-là avec la mer nous permet d'obtenir de l'énergie. Donc, toutes les potentialités, les opportunités existantes sont faites. Le potentiel est là, mais il faut saisir ces opportunités pour en faire, disons, quelque chose de viable de manière directe. Donc, on travaille dessus. Moi, c'est Abdoulaye Kadiatou Touré, juriste de formation, résident au quartier Bécha Cité 1. En fait, Monsieur le ministre, moi, ma question, c'est la réduction du kilowattheure. Aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a le courant. Mais quelle est la politique que vous mettez en place pour réduire le prix du kilowattheure? Ma seconde question, c'est les sociétés qui fabriquent, je ne sais pas si c'est comme ça, vous l'appelez dans votre jargon, les sociétés qui produisent de l'eau, les sachets d'eau. Il y a tellement de sociétés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réglementation en vigueur? Parce que la plupart, le traitement de l'eau que les gens utilisent ne suit pas effectivement la procédure normale. Est-ce que le service contrôle qualité fait réellement son travail? La question, c'est que c'est par rapport à quoi il dit que le kilowattheure est élevé à date. Il faut faire un benchmarking au niveau de la sous-région. Quand vous faites un benchmarking, vous vous rendez compte que le kilowattheure qu'on a, il est le moins cher de la sous-région. L'une des politiques que nous faisons pour essayer d'accompagner les populations, c'est la maîtrise de l'économie d'énergie. C'est pour cela qu'on a lancé une vaste campagne de sensibilisation. La maîtrise, vous avez la puissance. Si vous ne la maîtrisez pas, ce n'est rien. Nous sommes en train de maîtriser ce qu'on a sous la main. Si on estime que les politiques publiques estiment qu'on peut en rester là en matière de subvention, mais ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, à 70% de subvention, que notre frère sache que le prix est très onéreux et il va falloir encore serrer la ceinture, fournir des efforts pour nous permettre. Un peu plus même. C'est ça. Si on veut donner l'électricité aux futures générations, c'est maintenant qu'il faut y penser.
Et on n'a pas d'autre choix que d'équilibrer le prix d'achat et le prix de revient. Même s'il y a une subvention, il y aura une subvention forcément et naturellement pour une partie de la population qui n'a pas suffisamment de moyens. L'eau minérale, c'est vrai, c'est désolant, il faut se dire la vérité. Cette question-là de ces sociétés, on en a plus de des milliers aujourd'hui qui sont à travers le pays. Et c'est un poids énorme pour le gouvernement, mais nous sommes en train de travailler dessus. Vous savez, tout récemment, le département a réussi à regrouper l'ensemble des acteurs autour de la table, notamment le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, le ministère des Mines et de l'Environnement, pour dire réglementons davantage ça. Parce que vous vous rendez compte que qu'est-ce qu'on a trouvé sur place? On a trouvé qu'il y a une partie de la gestion de ces unités-là qui se trouvent, un pied droit se trouve au ministère du Commerce, la colonne vertébrale se trouve au niveau de notre ministère, la tête se trouve au niveau de l'Environnement. Donc finalement, idéalement, il fallait s'asseoir, discuter avec toutes les parties prenantes pour qu'on ait un seul office de contrôle de qualité, l'ONQC, qui se trouve au ministère du Commerce, et que le ministère de la Santé fasse un travail conjoint avec ceux-là pour assurer. Mais toute cette problématique, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Dès qu'on va régler la question du 4e projet eau, c'est naturel. Tu vends un produit quand il y a un besoin. Et quand quelqu'un ne donne pas. Mais si l'État met à disposition tout de suite l'eau au niveau de tous les ménages, je pense que naturellement, ces sociétés, malheureusement pour elles, au-delà de la réglementation qui est en cours, qui va sanctionner ceux qui ne sont pas en règle, mais d'autres vont disparaître eu égard la production et les besoins qui ont nettement diminué. Je m'appelle Mohamed Sanfan Kaba. Bonjour, monsieur le ministre. De nos jours, la Guinée a plusieurs barrages hydroélectriques, mais il y a des moments où il y a rupture d'électricité. Et sur ce fait, on nous dit qu'il n'y a pas d'eau, qu'il y a manque d'eau dans ces barrages. Étant donné que lors de l'élaboration de ces projets, il faut des études de faisabilité pour connaître réellement ce qui doit marcher et ce qui ne doit pas marcher. En fait, c'est mon inquiétude, c'est des questions que je n'ai pas de réponse. Et apparemment, plusieurs Guinéens n'ont pas de réponse à ces questions. Il faut que les gens comprennent une chose. On ne prévoit pas ce qui se passe demain. Personne n'a un contrat avec la nature. Ce sont nos actions d'aujourd'hui qui détermineront les conséquences et les impacts de demain. Ouais. Ce qui fait que les études, on peut être réalisées dans des conditions dont moi, je n'ai pas la capacité de juger. Mais ce qui reste clair, si elle continue aujourd'hui à fournir, c'est qu'il y a eu un minimum de travail. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que la gestion de l'eau se fait de manière correcte? C'est fait de manière correcte. Est-ce qu'ils ont tenu compte de l'ensemble des paramètres? Est-ce qu'ils se sont projetés? Oui, ils te disent que nous avons tenu compte de l'impact environnemental des 50 dernières années et des 50 prochaines années qui nous a permis de réaliser ce barrage. Sauf qu'en réalité, les 50 prochaines années qui sont inclus dans maintenant, ils n'ont pas signé un contrat avec Dieu ni la nature. Donc forcément, il y a des imprévus qui peuvent nous amener à avoir moins d'eau ou plus d'eau. Voilà, grosso modo. Monsieur le ministre, l'autre question, vous n'êtes pas allé très en profondeur par rapport à la recherche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit quand même du carburant, le Sénégal, tout ça. Vous avez évoqué le cas. Attendez, on est en train de travailler sur plusieurs volets. La recherche demande d'abord à ce qu'il y ait, à notre niveau, une certaine formation. C'est une question souvent qui ne revient pas. Ce sont les défis auxquels les gens font face. L'un des défis majeurs aujourd'hui de notre administration, c'est la question des ressources humaines. En fait, vous savez, avec le CNRD, ça va vite, ça doit aller vite, bien et efficacement. Alors qu'avant, on était habitué à, un dossier qui arrive chez le ministre, qui vient au secrétariat aujourd'hui du ministère, ça peut faire 4 jours avant de monter chez le ministre. Mais aujourd'hui, quand le dossier même quitte chez ton homologue, il te l'envoie sur WhatsApp pour te dire que avant de recevoir le dossier, commence à traiter déjà. Donc le fait d'aller vite, très vite, et plus vite, mais avec maîtrise, efficacité et efficience, ça demande à ce que, si la gestion doit être inclusive, la gestion doit être à la portée de tout le monde, qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité et d'accompagnement, que l'État
que nous puissions mettre beaucoup plus d'argent dans la formation et la mise à niveau des gens, avec les nouvelles technologies. Il y a des travaux qui se tenaient en 10 jours, en 20 jours, avec l'intelligence artificielle et les nouveaux instruments qu'on a. En 2 ou 3 jours, on a fini. Mais nos cadres ne sont pas habitués à ça. Donc, il faut former les gens. Même les nouvelles infrastructures qui vont arriver, la richesse pétrolière, on a des difficultés. Pourquoi? Parce que toutes les infrastructures là qui vont venir, si on n'a pas de gens qualifiés pour les utiliser, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous partez aujourd'hui dans les sociétés minières, vous rencontrez qu'à l'aéroport, il y a beaucoup de vagues de jeunes Chinois qui arrivent. Dans les mines, c'est eux qui sont là. Mais vous partez là-bas, nos jeunes frères, ils veulent tous aller au bureau. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut que nous acceptions que ceux qui font cette mentalité qu'on a, que ceux qui font les métiers, c'est des personnes qui ne sont pas à un niveau de la société. Il faut briser ce mythe-là pour dire que chacun a un rôle à jouer et que ceux qui sont au bureau se mettent à jour en fonction de la mondialisation. On ne peut plus gérer comme avant. C'est impossible. Les populations sont devenues très exigeantes dans la réclamation de leurs droits et fournissent moins d'efforts dans l'exécution de leurs devoirs. Ce qui fait que ça met une pression constante sur les pouvoirs publics. À nous de créer un peu d'équilibre entre ce qu'on doit, ce que les gens ont droit et le devoir qu'ils doivent, disons, eux aussi fournir. Sur ce volet-là, il faut énormément mettre de l'argent dans le volet formation et mise à niveau de nos cadres. Monsieur le ministre, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va formuler 2 ou 3 questions en une seule. C'est-à-dire les défis pour les 3 secteurs. Vous-même, vous avez dit que c'est les secteurs sociaux dans lesquels l'État met beaucoup d'argent. Donc les défis pour les 3 secteurs, les perspectives et les engagements, parce qu'on a compris aussi que votre budget est monté un peu plus pour l'exercice 2025. Les défis, le premier défi, je le dis et je le répète, c'est la question des ressources humaines. Aujourd'hui, la vision du CNRD, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que même si nous sommes 3 dans une pièce, si moi j'ai la moyenne et que vous deux, vous n'avez pas la moyenne, nous tous on échoue. C'est actuellement la stratégie qu'il y a en fait. Ce qui fait que, quelle que soit ma vitesse, je suis obligé, si je roule à 5 km par heure, et vous roulez à 22 km, je suis obligé de vous tirer. Oui, tout à fait. Et en vous tirant, si je ne fais pas intelligemment, je risque aussi de casser la machine. Ouais. Donc du coup, ça fait que tout le monde est dans le même bateau, mais il faut des moyens supplémentaires pour accompagner les gens à être au même niveau. Les pays qui sont aujourd'hui, les pays qui ont beaucoup avancé, ils ne sont pas plus intelligents que nous. La chose la plus difficile, c'est de travailler, c'est de se développer dans la langue d'autrui. Aujourd'hui, on travaille dans une langue qui n'est pas, disons, la nôtre, mais on parvient quand même à faire des prouesses. Donc, si on a réussi à dépasser ce cap-là, je veux dire que si on met les outils, on forme les gens, on peut y aller. D'autres défis, c'est quoi? Ce sont les infrastructures. Il faut des infrastructures. Et nous sommes en train de le faire. Vous voyez des chantiers partout. On n'a pas d'autre choix. Il y a un gap aujourd'hui. C'est Mamie qui arrive. L'argent mis à votre disposition, c'est suffisant. Il y a pas. C'est correct. Non. Il y a pas de En fait, problème. l'argent, je vais vous dire une chose. C'est pas un problème d'argent. Tout développement qui compte sur le BND, c'est que nous ne sommes pas prêts. Oui. Le développement compte sur la mobilisation des ressources extérieures. Il y a de l'argent partout dans le monde entier. Mais il faut savoir faire le montage financier. Il faut être rassurant. Il faut maintenir la quiétude et la paix dans la cité. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre les gens pour pouvoir, disons, mobiliser les ressources. Aujourd'hui, il y a une quiétude dans la cité. Les pays dont on voit qui sont aujourd'hui en avance, ces pays-là, vous entendez là-bas chaque 5 années qu'il y a ceci, il y a cela. Non. Les gens se mettent au travail. Donc, il nous faut chercher de l'argent à l'extérieur. Les ressources internes, je vous ai dit dès le départ, tout ce qu'on mobilise, c'est la douane et les impôts. On ne peut pas compter sur ça pour développer notre pays. Nous ne pouvons compter que sur la mobilisation, l'intelligence. Et c'est là le dénominateur commun de cette mobilisation n'est autre que la discipline. Si on n'est pas discipliné, on ne pourra pas. Vous allez réaliser ici aujourd'hui, d'autres vont casser. Alors que c'est un BOT. Quand c'est cassé, qui paye? Le seul garant, c'est l'État. Donc il y a ça, il y a les infrastructures. Et l'autre côté, c'est que les gens acceptent aussi que ces infrastructures ont un coût. Nous, État, nous, pouvoirs publics, notre grande responsabilité aujourd'hui, c'est d'engager plus de dialogue social avec les populations. Les éduquer, les sensibiliser, parce que sans l'éducation, donner de l'or à quelqu'un, mais va penser que tu lui fais du mal.
c'est parce qu'ils ne mesurent pas le bienfait. Ça peut ne pas être à mon avantage. Mais chaque père de famille aujourd'hui se bat pour l'avenir de ses enfants. Mais si moi je tire 10% des bénéfices et que mes enfants vont tirer constructif, franc et sincère entre nous et les populations pour lesquelles nous travaillons, pour leur dire, nous le faisons aujourd'hui, le changement est douloureux. Mais derrière, voici ce que ça peut donner comme impact dans 3 ans, dans 4 ans et dans 5 ans. En 2025, fin 2025, au ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, de citer, de montrer à la face de la Guinée, voilà, enfin j'ai reçu ce projet. J'ai réussi 2 ou 3 projets. Quels peuvent être ces projets? En fin 2025 En fin 2025. En fin 2025, on aura réussi à mobiliser les 300 MW sur le solaire. Ça, je dis ça aux Guinéens. En fin 2025, on va démarrer le plus grand chantier avant fin 2025. Ça sera dans 2025. Le plus grand chantier d'eau potable du pays de 548 millions de dollars. En fin 2025, le gaz sera à la portée de tous. En fin 2025, entre nous et les Guinéens, le projet le plus vaste, c'est l'éducation. Entre nous et les Guinéens, on pourra s'asseoir, on va briser la méfiance entre le pouvoir public. Les produits sociaux de base, c'est à tel coût. Voici ce qu'il faut. Cette compréhension-là est plus difficile que les projets. Expliquez aux Guinéens, voici ce que nous dépensons. Voici, c'est bien vrai, c'est vos droits, mais voici nos efforts. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait un équilibre, pour que nous puissions prendre en compte les besoins actuels, les besoins futurs, pour ne pas que demain soit hypothéqué. C'est le plus gros chantier. Et ce chantier-là, on se regarde là dans les yeux, on va continuer à éduquer pour dire aux gens, voilà, on a réussi à traverser ce cap. Voilà le projet solaire, voilà le 4e projet eau, voici l'usine de gaz. Et voici nos cadres qui n'avaient pas ce niveau adapté à utiliser ces outils qui sont aujourd'hui performants, qui peuvent concurrencer d'autres nations pour un meilleur développement. Monsieur le ministre, ouais. Ça nous a fait un grand plaisir de vous avoir. Malheureusement, il y a des questions qu'on aurait bien aimé. On aurait souhaité que vous fassiez un petit point sur la campagne d'installation des compteurs prépayés et puis j'allais même poser la question si les 2 grands frères ont des compteurs à prépaiement. Oui, moi j'en ai. Moi je n'en ai pas pour l'instant. Moi j'en ai. Donc dans ce cas, vous ne me posez pas des questions sur l'électricité parce que vous n'avez pas. Moi j'ai des factures là que j'ai payées. Je les ai avec moi ici, de par devers moi. La campagne. Moi j'ai le compteur à prépaiement il y a juste 1 mois à peu près. D'accord. Vous voyez. Au début j'étais réticent. Donc j'ai changé d'avis. Depuis combien d'années? Il y a eu un de vos experts qui m'a expliqué. C'est ça. Donc depuis combien d'années le changement? Et vous êtes un intellectuel. Maintenant imaginez ceux qui sont en zone rurale, en zone périurbaine, comment ils vont percevoir. Donc ça demande du temps, de la pédagogie et beaucoup de dialogue social. Il faut continuer la sensibilisation. On va continuer. D'où la mise en place de cette vaste campagne de sensibilisation dans l'ensemble du pays qui permettra aux gens de se dire oui, on nous avait dit que c'était tel, mais en réalité, voilà ça. Et les 15 millions de dollars que nous perdons chaque mois en termes de gaspillage, on peut orienter ça ailleurs. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'informe nos téléspectateurs que nous avons eu l'immense plaisir de recevoir le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, M. Aboubakar Kamara. Merci, monsieur le ministre. Ce débat a été conduit par Mahmoud Bari Ibramakali Diakité. Nous remercions aussi toute l'équipe de production de l'émission On fait le point. À très vite.